Et ben bonjour, moi c'est Nicolas, je suis dans l'équipe, donc, bon, la plupart des gens me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis dans l'équipe ADR depuis maintenant 2 ans. Donc, je suis en doctorat et je travaille sur la détection d'IPEC. On aura l'occasion d'en reparler. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un papier qui est une extension d'un papier que j'ai publié précédemment et que j'ai soumis il y a maintenant 7 mois dans un journal et on attend toujours la réponse. Et donc, bon, dans le titre, il y a Efficient Effect Detection, ça, comme je vous l'ai dit, c'est le nom de mon sujet de thèse. Donc, c'est logique que je parle de ça. Mais après, il y a deux autres sujets. Il y a Hierarchical Learning et Dimitri Pletkas. Et l'idée de la présentation, c'est de vous présenter ces deux concepts-là et ensuite de voir si ça marche ou pas. Donc, comme je vous ai dit, mon sujet de thèse, c'est la détection du PEC. La première chose à faire, a priori, c'est de vous expliquer vaguement en quoi ça consiste. Même si j'imagine tout le monde a une vague idée quand même de ce que c'est, parce que dernièrement, clairement, on entend ça partout dans les médias. C'est quelque chose que. Il y a eu des deepfakes connus, notamment là, celui qui est en première page, qui est un scam qui a eu lieu où il y avait 233 000 $ qui ont été volés en utilisant un deepfake. Bon, c'était un deepfake. Mais voilà, ça reste un deepfake. Il y a aussi des deepfakes, par exemple, un deepfake de Zelensky qui a été fait en Ukraine, qui avait pour objectif de déstabiliser l'armée en disant que l'armée ukrainienne capitulait. Donc, bref, il y a plein d'utilisations qui peuvent poser des problèmes au niveau de la sécurité nationale. On imagine par exemple pendant des élections présidentielles en France, un candidat à la présidentielle qui dit que je sais pas, il n'aime pas le foot. Clairement, sa campagne est finie, quoi. Donc c'est relativement récent qu'on en entend parler parce que avant les deepfakes n'étaient pas de très bonne qualité, mais clairement en fait ça s'est pas mal amélioré depuis. Donc là c'est que des deepfakes. Certains font partie des datasets qu'on utilise, donc ils ont été générés automatiquement. Donc par exemple ceux-là, en gros, ils ont généré 1000 deepfakes d'un coup, ce qui fait qu'ils ne sont pas vraiment intéressés à faire des deepfakes de qualité. Et globalement, le résultat n'est pas trop mal. Et après, vous en avez deux autres là. Donc là, c'est des gens a priori que vous connaissez normalement. Et là, clairement, surtout sur celui à droite, les gens se sont fait avoir, quoi. Donc c'est un compte Instagram qui a été ouvert où, entre guillemets, Tom Cruise mettait des vidéos de lifestyle. Et en fait, beaucoup de gens pensaient que c'était réellement lui. Jusqu'à ce que le gars révèle que, en fait, pas du tout, quoi. Donc l'idée, c'est la détection du fake, c'est on récupère des vidéos comme ça et on doit savoir si cette vidéo est réelle ou fake. D'accord. Là, dans cette présentation-là, on va se concentrer principalement sur ce qu'on appelle de la blind detection. Donc on ne sait pas d'où provient la vidéo, on n'a a priori aucune information, on sait juste qu'on a une vidéo, on veut savoir si elle est réelle ou pas. En général, comment on fait ça? L'idée, c'est qu'on va avoir une photo ici, donc le label, pour représenter les labels, j'ai mis des couleurs. Donc ici, par exemple, on a une photo qu'on va mettre en entrée qui est le label rouge. On va la faire passer dans un modèle de deep learning. Il va nous donner une prédiction. On n'a pas de chance s'il s'est trompé. Ensuite, on va comparer cette prédiction avec la vérité terrain dans une loss. Et cette loss va nous permettre de faire de la backpropagation et donc de faire apprendre ce que j'appelle ici le backbone et le MLP à faire des meilleures prédictions. Ici, j'ai séparé volontairement. En général, on ne met pas deux modèles ici, on n'en met qu'un. En gros, ici c'est l'image, donc a priori ça va être un CNN ou un transformer. Mais en général, on considère que le MLP fait partie du modèle et on les met tous les deux ensemble. Et vous allez voir pourquoi après je les ai séparés. Parce que justement, on va parler de metric learning. Donc, qu'est-ce que le metric learning? L'idée, c'est comme je vous ai dit, une architecture classique, elle va se composer d'un backbone et un MLP. Nous, en pratique, on va enlever le MLP et on va fonctionner comme ça. Donc, le principe, c'est qu'on va avoir toujours. Donc, on n'a plus qu'une image en entrée, on en a deux. Okay. Donc, par exemple, ici, j'ai pris deux images qui n'ont pas le même label. Ces deux images-là, elles vont nous donner des vecteurs caractéristiques. Donc, par rapport à ce qu'on avait précédemment, en gros, à la fin du MLP, on avait un vecteur de la taille du nombre de classes. Donc, par exemple, nous, on fait de la détection binaire, donc on avait un vecteur de taille 2. Okay. S'il y a un 1 à la première position, ça veut dire que c'est par exemple une vidéo réelle. S'il y a un 1 à la deuxième position, ça veut dire que c'est une vidéo fake. Okay. Là, ici, en fait, la taille des vecteurs caractéristiques de sortie, elle dépend de notre backbone. Mais l'idée, c'est qu'on ne veut pas faire de prédiction directement avec. En fait, plutôt que de faire une prédiction, on va comparer nos deux vecteurs caractéristiques. Donc, par exemple, ici, c'est deux lots différents, c'est deux labels différents. Donc, on va faire en sorte qu'ils soient le loin les uns des autres. Et donc, par exemple, plus ils sont proches ici, et plus la loss va être élevée. Et inversement, si les deux images avaient le même label, on voudrait qu'ils soient proches. Donc, plus ils sont proches, et moins la loss est élevée. OK. Et donc, ensuite, une fois qu'on a entraîné notre modèle, après, pour faire des prédictions avec ça, parce que là, en l'occurrence, on parle de classification, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un SVM après. D'accord. Et on va voir pourquoi le SVM uniquement et pas un MLP ici. Et après, on utilise le SVM pour faire des prédictions. Donc, si on compare avec les loss classiques, dans une loss classique, on a un vecteur caractéristique qu'on met en entrée dans un MLP et après, on est capable de faire des prédictions directement.
Dans DML, c'est pour Deep Metric Learning. Dans l'IML, à la fin, on a deux vecteurs caractéristiques. Et l'objectif, ça va être, si ces deux vecteurs-là sont de même classe, de faire en sorte qu'ils soient le plus proches possible. Et s'ils sont de classes différentes, de faire en sorte qu'ils soient le plus loin possible. Okay, on verra un exemple tout à l'heure de la loss que moi j'utilise dans mon papier pour voir comment est-ce qu'on fait pour qu'ils s'approchent et s'ils s'éloignent. Une autre différence, c'est si ici on représente en 2D nos vecteurs caractéristiques. Donc j'ai dit tout à l'heure, ça peut être de dimension quelconque, potentiellement des milliers de dimensions. Mais si on simplifie le problème et qu'on le représente en 2D, bah, globalement, une loss classique, elle va pas mettre beaucoup de contraintes sur nos vecteurs caractéristiques. Et en fait, c'est le MLP qui va devoir se débrouiller pour se créer un chemin de façon à créer deux clusters différents. Alors que, comme on fait en sorte que nos vecteurs caractéristiques soient proches pour la même classe et loin pour une classe différente, bah, en pratique, avec du DML, on va avoir quelque chose comme ça. Okay, et là, l'avantage, c'est pour ça qu'on peut utiliser un SVM ou un classifieur linéaire de manière générale. C'est qu'en fait, il y a juste à tracer un trait entre les deux. Un autre avantage, alors celui-là, j'en parle justement parce que dans ma méthode à moi, ce sera plus possible, c'est d'utiliser de la data augmentation pour faire du self-supervised. Donc l'idée, c'est que vous avez votre image et vous allez prendre, alors là ici j'ai fait un crop, mais vous faites ce que vous voulez, hein, vous modifiez votre image et après en fait, bah, vous faites le entraînement en considérant que ces deux images sont de la même classe. Okay, c'est le principe de la data augmentation. Et là, l'avantage, c'est que bah, en fait, on prend cette image-là, on fait une data augmentation et on considère que toutes les autres images sont de classes différentes. Et donc, on va faire en sorte que, en gros, que cette image-là se sépare de toutes les autres. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer à ma contribution, donc demi-triplet loss. Cette contribution toute seule a fait l'objet d'une publication dans ACM Multimédia en 2021. Alors, triplet loss, donc dans le demi, du coup, ça c'est une loss qui était préexistante. C'est du metric learning, mais elle ne prend pas deux entrées, elle en prend trois. Ici, on va considérer par exemple que le label jaune c'est 0, et la classe 0, et que le label rouge c'est classe 1. L'idée, c'est qu'on va nommer nos entrées. Donc, par exemple, celle-là, on va l'appeler A pour l'enshore. D'accord. Et en gros, l'enshore, c'est le vecteur caractéristique à partir duquel on va calculer la loss. Et après, à cet enshore-là, on va lui associer un positif, qui est en gros le vecteur caractéristique de même classe, et un négatif, qui est un vecteur caractéristique d'une autre classe. Et ensuite, ces trois-là, on va les donner en entrée du triplet loss, qui a cette expression-là. Désolé pour si ça ne se voit pas très bien. L'expression, elle est un peu grosse, mais en gros, ce qu'il faut voir tout simplement, c'est ces deux éléments-là. Ici, on a la distance entre A et P. B, c'est une distance. Vous mettez ce que vous voulez. En pratique, ce qui est le plus souvent utilisé, c'est la distance euclidienne au carré. Et là, la distance entre A et N. Et vous voyez que minimiser le triplet loss, ça revient à minimiser la distance entre A et P et à minimiser la distance entre A et N puisqu'elle ment. D'accord. Et après, à quoi servent le max et le alpha? Alors, le alpha, on appelle ça la marge. D'accord. Et en gros, c'est... comme je vous ai dit, on va essayer de minimiser la distance intraclasse et maximiser la distance interclasse. Donc en gros, ça va créer des clusters de différentes classes. Et en fait, alpha, c'est la distance qu'on veut entre ces deux classes-là. D'accord. Et en gros, l'idée, c'est une fois qu'on a notre n qui est suffisamment loin, qui est plus loin que la marge, notre loss, ça va valoir 0. L'idée ici, c'est d'éviter que notre modèle, il envoie n à l'infini, et qu'en fait, il y en ait qui soient tellement loin que la loss pourrait compenser, que la loss serait tellement faible qu'elle pourrait compenser pour d'autres valeurs qui sont plus proches. Okay, parce que ici, hein, si vous ne mettez pas le max, cette valeur-là peut être négative. Donc si ça va à l'infini, en fait, vous avez une valeur qui est à moins 1000 qui va compenser pour une valeur qui est à 2. Quoi. Donc maintenant qu'on a vu ça, là je vous ai dit il faut 3 entrées, maintenant il faut les trouver. Si on fixe A, il faut trouver P et N. Donc si par exemple, donc ici, comme tout à l'heure, on représente en 2D, il y a 3 possibilités. Donc ça c'est alpha et A. La première possibilité, c'est ce qu'on va appeler les easy triplets. Donc là, c'est, on a, comme on a dit tout à l'heure, on a donc la distance A et P et A et N, et la distance entre A et N est beaucoup plus grande que la distance entre A et P, et plus grande que la marge. Donc là, on l'a dit tout à l'heure, dans ce cas-là, la première partie du maximum est négative, donc c'est bien 0. Okay, donc, le problème avec ce genre de triplet, c'est que la loss, elle est 0 partout, donc on n'apprend rien. Ok, bon, on va prendre un autre exemple. Si on tentait ce qu'on appelle les A triplets, donc là, c'est l'inverse, c'est N est plus proche de A que P. Donc là, c'est dans le cas où, en gros, nous, comme on veut créer des clusters, bah là, c'est le pire des cas. Et ça, en théorie, on se dit, bah là, on va apprendre beaucoup, quoi, parce que la loss, ça va être très élevé et tout. Il y a un petit problème, c'est que dans ce cas-là, c'est un problème qui est un peu subtil. En fait, ici, on va être la loss, si vous reprenez l'expression précédente, on va être minoré par alpha, dans ces cas-là. Et un moyen très facile d'atteindre la valeur alpha, c'est que le backbone, il sort toujours le même vecteur caractéristique. Si A, P et N sont égaux, alors on a la loss qui est égale à alpha. Donc en fait, en pratique, ici, on va avoir ce qu'on appelle un collapse. Donc notre backbone, en fait, il va toujours sortir la même sortie, et puis on n'apprendra rien. Ok, bon, ce genre de triplet, c'est pas une très bonne idée non plus. Et donc en pratique, ce qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle les semi-hard triplets. Et en gros, c'est N est plus loin que P,
mais pas plus que la marque. Et là, en fait, on a un peu les deux avantages des deux autres méthodes. C'est qu'ici, on est strictement positif en loss, donc on va forcément apprendre. Par contre, on n'est plus minoré par alpha, on est majoré par alpha. Et donc cette fois-ci, c'est plus une bonne stratégie de sortir toujours la même chose, parce qu'on va atteindre la majoration, ce qui n'est pas une bonne chose pour une loss. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer au point de contribution, les demi. L'idée, c'est, comme vous avez vu, une fois qu'on a fixé A, c'est compliqué de trouver des... En pratique, il faut chercher un petit peu pour trouver des semi triplettes. Et ce que je me suis dit, moi, c'est pourquoi est-ce qu'on ne les enlèverait pas et qu'on ne mettrait pas des valeurs fixes. Et donc, en gros, comme on fait de la classification supervisée, eh bien, on va juste associer un vecteur caractéristique que nous, on aura choisi à chaque classe. Donc, par exemple, ici, on a dit que A était de classe 0. Et bien, on lui associe en positif, on va choisir le demi de sa classe, et en négatif, on va choisir le demi de l'autre classe. D'accord? Donc, les demi, évidemment, ils sont de la même taille que les vecteurs caractéristiques. Et par exemple, on a qu'à les définir comme ça. Le demi de la classe 0, ça va être D1 sur la première moitié et D0 après. Et le demi de la classe 1, ça va être D0 puis D1. Et l'idée, ça va être de demander à nos vecteurs caractéristiques de s'approcher soit de ce vecteur-là, soit de l'autre vecteur. Et donc, si on prend cette définition-là, donc là, on remplace l'expression. Donc, vous voyez, la seule différence avec l'expression qu'on avait avant, c'est qu'ici, on n'a plus P et N, on a D de C et D de 1 moins C. Okay, C étant la classe de A. Donc, si on est en binaire, 1 moins C, c'est la classe de l'autre. C'est l'autre classe, c'est la classe qui n'est pas A. Et ici, si on remplace, comme je vous l'ai dit, la distance, en général, c'est la distance euclidienne au carré. Un petit calcul que je vous épargne, mais si, en gros, on remarque que ces deux vecteurs-là ont la même norme, et bien l'expression devient la suivante. Et donc là, maintenant, minimiser la loss, ça revient à minimiser le produit scalaire entre A et les demi des autres classes, et à maximiser le produit scalaire entre 1 et le demi de sa classe. Et bien, une fois que vous avez entraîné votre backbone, si cette expression-là est vraie, a priori, pour faire l'inférence, pour trouver la classe de A, et bien, vous avez juste à faire les produits scalaires avec tous les demi et prendre celui qui est le maximum. Et donc comme ça, contrairement à ce qu'on avait précédemment, on n'a plus besoin d'entraîner du SVM ici. À partir des vecteurs caractéristiques, on peut directement faire de la classification. Donc ça, c'est le résultat que j'ai eu. Alors ici, j'ai entraîné 4 différents backbones. Ça, c'est 2 CNN et ça, c'est 2 transformers sur différents types de deepfake. On va voir après les catégories, je vais en parler plus en détail dans la construction d'après. L'idée, ce qu'il faut retenir ici, c'est que globalement, ça, c'est le résultat de la triplet loss classique avec semi-triplet. Et ça, c'est le résultat qu'on a eu avec demi. Globalement, on n'est pas meilleur. Okay, on est un poil meilleur, mais bon, a priori, en fait, quand on entraîne, il y a un peu d'aléatoire. Et on pourrait supposer que c'est dû à cet aléatoire-là. En l'occurrence, ce qu'il faut remarquer, c'est que demi triplet loss, c'est bien plus simple à implémenter. Et en pratique, on n'a pas à chercher les demi, on n'a pas à chercher les triplets. Et donc, en fait, on a simplifié drastiquement la loss. On n'a plus besoin d'entraîner du SVM, et pour autant, on obtient les mêmes résultats. On passe à la deuxième contribution du papier, que j'ai appelé Hierarchical Learning. Donc ça, le papier n'est pas encore publié. Pour comprendre cette contribution-là, il faut que je parle un petit peu plus de deepfake. En gros, dans le dataset que j'utilise, il y a 2 types de deepfake. Il y a ce qu'on appelle le face swap et le reenactment. Donc le face swap, j'imagine que tout le monde voit à peu près ce que c'est. L'idée, c'est qu'on a une vidéo avec une source et une target. D'accord. Et l'objectif, ça va être de transférer l'identité de la source sur la target. Ici, l'identité, c'est la couleur, sans pour autant changer l'expression faciale de la target. Okay, donc en gros, on a transféré la couleur sans pour autant changer l'expression. Et l'inverse, reenactment, c'est transférer l'expression sans changer l'identité. Donc ici, là, il n'est pas content, lui, il fait un petit. Et après avoir fait du reenactment, c'est toujours la même personne, mais là, il n'est pas content. Dans le dataset que j'utilise, donc en gros, il y a 2 labels. D'accord. En général, quand on fait de la détection du fake, on utilise que ces 2 labels-là. D'accord. Réel ou fake. Mais ces 2 labels-là, les fakes, on les a vus, on peut les séparer en 2 sous-catégories, reenactment et face swap. Et après, on peut encore plus les séparer, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs méthodes pour générer chacun. Donc dans le dataset que j'utilise, il y en a 5. Et là, on en avait que 4, mais là, il y en a 5. Il y a 2 méthodes de reenactment, une qui est basée deep learning et l'autre qui ne l'est pas. Et il y a 3 méthodes de deepfake, de face swap, pardon. Une qui n'est pas basée deep learning. Celle-là, c'est une méthode qui est basée deep learning, mais qui est plutôt ancienne. Et celle-là, c'est la plus récente. Enfin, c'est une des plus récentes. Et l'idée de la méthode que je vais vous présenter, c'est que nous, on veut faire l'inférence sur ces labels-là, mais on va s'entraîner sur cela. Donc, on va entraîner un modèle à distinguer ces 6 classes-là. Et à la fin, et je vais vous expliquer comment on va faire l'inférence, on va faire l'inférence uniquement sur ces 2-là. Donc déjà, juste, je vous présente les résultats au début. On voit que plus on va profond dans l'arbre, parce qu'en fait, théoriquement, on n'était pas obligé d'aller tout en bas, on aurait pu aussi utiliser les 3 labels ici. Mais en fait, plus on va profond dans l'arbre, et plus on augmente l'accuracy. Et l'accuracy, c'est cette colonne-là, et globalement, elle augmente. Et juste ce qu'il faut remarquer ici, dans le texte que j'ai mis au-dessus, c'est qu'on utilise demi-triplet loss, donc ça c'est la loss que je vous ai présentée avant, et on est inféré avec un SVM. Ça, on va y revenir, comment est-ce qu'on peut inférer 6 classes
pour en avoir que 2. Donc ça, c'est une petite aparté, une petite parenthèse, pour vous décrire comment est-ce que j'ai défini, moi, les demi dans mon cas. Donc, le demi réel, il n'a pas changé, c'est bien au-dessus des 0 en bas. Par contre, ici, pour les fakes, comme maintenant j'en ai plus qu'un, j'en ai 5, et ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un 1 ici sur alors, le vecteur caractéristique, il n'est pas forcément de taille 10, hein, mais ici, le 1, considéré que c'est plusieurs 1 mis à la suite. Donc j'ai mis un 1 ici, et ensuite, après, j'ai fait juste un décalage. D'accord? Pour les 5 classes. Et l'idée, c'est que maintenant, si on somme le demi de neural texture et face-to-face, on obtient le demi de reenactment. Okay, sachant que ces deux méthodes-là, c'est les méthodes de reenactment. Donc si on somme leurs demi, on obtient bien le demi de leur méthode. Et pareil pour les 3 autres méthodes qui sont des méthodes de face-swap. Si on les somme, on obtient le demi de face-swap. Et finalement, si on somme reenactment et face-swap, on obtient le demi-fake. OK. Hop. Donc maintenant, oui, un truc dont je n'ai pas parlé aussi tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit, quand on fait notre répète, le positif, c'est le demi de la classe de notre enchant. Et le négatif, j'ai dit, c'est l'autre classe. Le problème, c'est que tout à l'heure, on n'avait que 2 classes, donc c'était facile de choisir l'autre classe, il n'y en avait qu'une. Là, on en a plus. Là, on a 6 classes en tout. On n'a qu'une classe positive. On a 5 choix pour les classes négatives. Et donc, du coup, moi, en gros, pour comment choisir le demi de la classe négative, j'ai 2 possibilités. Soit on utilise des opposites, soit on utilise des antagonistes. Donc, l'opposite, comme de toute façon, les demi ils sont composés que de 1 et 0, bon, on fait 1 moins DC, et on obtient le demi, en gros, le demi opposé, quoi. Et l'autre possibilité, en fait, c'est juste on définit nous-mêmes une classe antagoniste qui va, donc ça c'est l'espace d'éclat, hein, qui va l'espace d'éclat dans lui-même, c'est une objection, et qui en gros associe à chaque classe un opposé. Donc par exemple, dans notre cas, le plus logique c'est que pour chaque classe, donc en gros pour chaque méthode, la classe antagoniste ça va être réel, et pour réel, la classe antagoniste ça va être fake. Sachant que, comme si vous avez suivi, la classe fake, elle n'existe pas dans la classification qu'on fait. Il y a 6 classes et les fake n'en fait pas partie. Mais en l'occurrence, comme on l'a défini précédemment, en fait, on a bien un demi pour classe fake, donc on peut l'utiliser dans l'entraînement. Et si on compare ces 2 méthodes-là, on voit que clairement, utiliser l'antagoniste est meilleur que d'utiliser l'opposite. Donc c'est ce qu'on utilisera dans la suite. Et là, encore une fois, j'ai inféré avec un SVM, donc c'est là qu'on va voir tout de suite comment est-ce qu'on fait pour inférer un modèle qui a 6 sorties pour en avoir que 2 à la fin. Donc il y a 3 possibilités. La première, 3 possibilités en tout cas dont je parle dans le papier. La première, c'est de réassigner. J'imagine que, a priori, tout le monde y avait pensé. De toute façon, on a 6 classes, on a 5 classes de fake et une classe de réel. En fait, notre modèle, il nous donne 6 sorties. Dès qu'une des sorties, c'est un des fakes, bon, on dit que c'est un fake. Même si c'est trompé, même s'il a dit qu'il était neural texture, alors que nous, en entrée, on lui a donné des fakes, bon, on dit qu'il a bon quand même. Une autre possibilité, donc ça marche qu'avec demi. C'est que donc pendant l'inférence, on va faire le max du produit scalaire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et bien plutôt que d'utiliser ces 6 demi-là pour faire le max du produit scalaire, et ben on n'utilise que 2. On utilise le demi-fake, le demi-réel. Et on fait le produit scalaire sur ces 2-là. Donc on fait le max. On fait le produit scalaire entre notre enchant et ces 2 demi-là, et puis on prend max. Et enfin, la troisième possibilité, c'est celle dont on parle depuis tout à l'heure, c'est de réentraîner un SVM. Donc en gros, on a fait l'entraînement de notre backbone. Et après, on entraîne un SVM, mais non plus sur 6 classes, mais sur 2. Et donc, voilà un résultat. Et là, si on regarde juste rapidement, donc ça en rouge, c'est le résultat d'un modèle entraîné sur 2 classes. Et en jaune, c'est un modèle entraîné sur 6 classes. Donc là, déjà, et ici, c'est 3 losses différentes, donc avec la demi que j'ai présentée précédemment. Et on voit que pour chaque loss, on augmente significativement l'accuracy. Donc déjà, juste utiliser 6 classes au lieu de 2, ça semble être plutôt une bonne idée. Et après, pour les méthodes d'inférence, on voit que réassigner, c'est moins bon que d'utiliser les demi-binaires. Okay, donc la méthode qui est disponible que sur le demi. Et par contre, utiliser les demi-binaires, c'est aussi moins bon que d'utiliser un SVM. Donc globalement, le SVM, c'est le meilleur. Ce qui en pratique est assez logique parce qu'en fait, c'est pas vraiment une méthode d'inférence, on triche un peu, on réentraîne un modèle derrière. Mais au moins, ça donne des résultats qui sont largement meilleurs que les 2 autres. Et après, par contre, on voit que sans réentraînement, donc sans flux supplémentaire, juste utiliser les high labels avec les demi, plutôt que de réassigner, déjà ça améliore. Pour conclure, donc je vais conclure du coup les 2 parties séparément. Les demi-triplets loss, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de chercher le triplet, donc on n'a pas, c'est ce qui s'appelle le triplet mining. Donc du coup on gagne cette partie-là. On n'a pas besoin d'entraîner un classifieur après, on utilise juste le maximum du produit scalaire. Et pour autant, malgré ces deux limitations-là, enfin, le fait qu'on ait simplifié ces parties-là, on arrive à avoir des résultats qui sont compétitifs.
Le seul problème, c'est que ça ne peut pas être utilisé en self-supervised, comme je l'ai montré tout à l'heure, parce qu'ici, en fait, on associe un demi à chaque classe, donc du coup, on a besoin de classes. Voilà, je suis allé un peu vite. Pour le hierarchical learning, donc, un des avantages, c'est que en fait, c'est une méthode, si le dataset s'y prête, on peut l'ajouter à n'importe quel modèle. Ça ne modifie pas le modèle en lui-même, ça modifie juste la façon dont on s'entraîne. Ça augmente drastiquement les résultats du modèle, encore une fois, sans coût. Bon, par contre, ça ne peut pas être appliqué à n'importe quel dataset, parce qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie dans le dataset. Et puis, donc ça, c'est. J'en ai mis 4 parce qu'il fallait que ce soit 4 de chaque côté. Mais ça peut augmenter un tout petit peu le nombre de paramètres, parce que votre dernier layer, il en a 6 et pas 2. Et donc, le fully connected à la fin, il y a juste un petit peu plus de neurones à la fin. Quoi. Mais globalement, c'est pour ça que je dis que c'est pas si grave, parce que globalement, dans des modèles où vous avez des millions de paramètres, rajouter 2000 paramètres, ça ne va pas changer grand-chose. Si vous avez des questions. Mauvaise nouvelle, c'est qu'on a signalé au second instant de la fin que je partageais pas. Ah merde. Mais on peut quand même passer aux questions. J'en ai une. C'est slide 18, je crois. C'est au moment où tu présentes 2 classes, 6 classes. Peut-être avant, après. Là Non, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Je me demande comment fonctionne le balance du dataset, parce que normalement, dans un dataset en classification binaire, on va avoir 50% de fake, 50% de réel, j'imagine. Mais là, dans ce cas-là, vu que tu as plusieurs fakes, quand tu t'entraînes sur les 2 classes, du coup, j'imagine que tu as autant de réel que de fake. Et quand tu t'entraînes sur les 6 classes, est-ce que tu as fait quelque chose avec de la data augmentation ou je ne sais pas quoi pour faire en sorte que tu aies autant de labels de chaque classe? Ou alors tu as fait. En l'occurrence, non. En fait, il y a autant de labels. Donc, quand tu t'entraînes en binaire, justement, tu as un déséquilibre. Moi, le dataset que j'utilise, il y a 1000 de chaque là et 1000 réels. Donc, en fait, c'est justement, ça m'arrangeait presque d'utiliser ces labels-là. Parce que là, du coup, j'entraînais un modèle sur 6 classes et il y avait 1000 samples de chaque classe. Oui. Et par contre, quand tu l'entraînes en binaire, effectivement, là, il faut rééquilibrer. Et donc, tu modifies ta loss de façon à ce que le réel soit compté 5 fois plus dans les loss. Donc, tu as bien fait ça quand tu fais la comparaison, parce que sinon. Oui, bien sûr. Okay. J'ai rééquilibré mon dataset quand j'ai fait la comparaison. Okay. Oui. Sur tes demi-triplet loss, si le fait de poser un petit peu arbitrairement T1, tu n'es pas en train de créer un petit peu ce que faisait ton MLP avant, de donner une réponse binaire sur ta dernière couche, tu es en train de pousser sur la partie backbone? En fait, un petit peu. Alors, il y a pas complètement, malheureusement, je ne vais pas avoir le schéma là, mais en fait, il y a quand même un avantage. En fait, ça ressemble effectivement, je dirais qu'on est un peu entre deux, d'un triplet loss et d'un cross-entropie, par exemple. L'avantage qu'on va avoir ici, c'est que les features, elles vont être poussées. Et donc, par exemple, bon, j'en ai pas parlé, mais dans les résultats ici, non, plutôt, attends, on va aller sur la méthode d'inférence. Sur la méthode d'inférence, je l'ai passé rapidement, mais en gros, le tensor learning, là, ça, théoriquement, on peut le faire avec un modèle qui a été entraîné à cross-entropie aussi. Il suffirait d'enlever le dernier layer, okay, on remet un SVM à la fin, et ça marche. Ça, en pratique, ça ne marche pas. En fait, comme j'ai dit sur une slide, quand tu entraînes avec cross-entropie, les features, les vecteurs caractéristiques, ils vont pas forcément se séparer les uns les autres. Alors que là, en l'occurrence, mes features sont bien séparées, ce qui fait qu'à la fin, même avec un SVM, j'arrive à les séparer. Donc, en fait, tu changes un peu la façon dont on va s'entraîner ton modèle et tu lui donnes, il n'a pas le même objectif qu'avec les cross-entropie. Ouais. Là, en l'occurrence, ici, l'objectif du modèle, ça va être de faire en sorte de rapprocher. Je vais montrer si je peux. Tac. En gros, ici, il va faire une prédiction et à la fin, effectivement, on va comparer une prédiction à 2. Et sauf que en interne, concrètement, la prédiction ne ressemble à rien. Alors que moi, en l'occurrence, en interne, il va y avoir, au niveau des features, il va y avoir une représentation qui va être beaucoup plus séparable et qui, du coup, va être plus interprétable. Même, du coup, directement en utilisant le produit scalaire. Okay. J'ai une question sur les demi-triplets. Du coup, tu as dit que c'était moins complexe puisque du coup, tu n'avais pas à chercher à chaque fois le semi-triplet, etc. Ça représente un gain significatif sur le temps d'entraînement? Non, en vérité, pas tant que ça. En l'occurrence, il y a quand même. En fait, alors,
je vais développer un peu plus. J'ai pas trop développé cette partie-là, mais l'idée, c'est que, en fait, quand tu as tes features comme ça, je vais mettre la marginal short, on va mettre un exemple. Hop. Donc, j'ai dit que les semi-hard triplets, c'était ceux qu'il fallait trouver. Mais en l'occurrence, en fait, il faudrait potentiellement, l'optimal, ce serait dans tout ton dataset, de trouver le P et le N qui soit à peu près à équidistance de A. En fait, c'est ça qu'on chercherait. Donc, en pratique, d'ailleurs, j'ai dit aussi qu'on cherchait P et N. En fait, le P, tu peux le fixer. Donc, tu prends A et P, tu les fixes, et après, tu cherches un N qui permet de correspondre à ça. Et en pratique, tu as de meilleurs entraînements si N est proche de P. Et ça, c'est très dur à trouver. Et donc, c'est un peu comme l'idée du stochastic gradient descent, c'est qu'on va, en gros, on va pas chercher l'optimal, on va un peu l'estimer. Et ça, en pratique, ça peut poser des problèmes pendant l'entraînement, parce que des fois, si tu as un batch qui est trop petit, en fait, tu n'as juste pas pas de bons candidats. Et même pire encore, ça se trouve, tu peux tomber sur un batch où en fait, tu n'as que des easy, et du coup, tu n'apprends rien. Alors que dans mon cas, en fait, tu apprendras toujours. Tu n'auras pas de problème. Donc, effectivement, la recherche-là, dans un batch, elle est simplifiée. Si tu devais faire sur un dataset, ce serait clairement compliqué. Et déjà, un batch de 128, j'imagine que c'est pas si simple. Et en plus de ça, tu évites d'avoir en fait, moi, j'ai essayé de forcer d'avoir que des semi-hard triplets pendant l'entraînement une fois. Et en fait, il y a des délais au bout d'un moment parce qu'il n'en trouvait pas. Tu peux cibler sur ton paramétrage ou pas? Tu peux aussi pour essayer, si tu es dans un cas justement où tu n'as que des hard, que des easy, tu peux changer ton paramétrage pour essayer de te mettre dans une situation. Théoriquement, j'ai jamais vu de papier parler de ça, mais oui, a priori, on pourrait essayer de minimiser alpha un peu, de maximiser, histoire de dire là, c'est bon, on a réussi à faire ça, va encore un peu plus loin. Ouais, ce serait possible. Ouais. Je me demandais en fait quelle était l'intuition d'utiliser du self-supervise DML dans ce contexte, parce que pourquoi ça marcherait mieux que. Il n'y a pas de self-supervised ici. Justement, donc j'explique. D'ailleurs, c'est l'idée c'est pour ça que je fais cette partie-là. Donc, en théorie, on pourrait faire du self-supervised avec du DML. Sauf que moi, en l'occurrence, j'ai des classes. Donc, moi, j'applique pas ça. Et en l'occurrence, j'ai dit que quand on utilisait demi, comme on fixe des demi par classe, on est obligé d'avoir des classes. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt que Triplet Loss a été rendu célèbre par, je crois que c'est FaceNet, qui est un papier, en gros, qui était à l'état de l'art à l'époque de la détection de visage. Et en gros, eux utilisaient Triplet Loss, et après, les gens ont commencé à l'appliquer un peu partout. Et il s'avère qu'en pratique, on ne voit pas d'ailleurs, on le voit dans les résultats, on ne voit pas de meilleurs résultats. Ici, on ne voit pas de meilleurs résultats en utilisant les triplets que. Il y en a un petit peu, mais encore une fois, il y a l'aléa d'entraînement. Globalement, 0,3, ce n'est pas hyper significatif. Et donc, en fait, il n'y a juste, a priori, aucun intérêt à utiliser triplet par rapport à BCE. Mais en l'occurrence, les gens le font. Donc, du coup, l'idée, c'était de dire, quand on fait de la classification, quand on a des classes, ça ne sert à rien d'aller faire du triplet mining, autant fixer des demi avec des classes et vous aurez le même résultat. Et l'avantage après, c'est qu'en plus, comme ça sépare les features, et pendant l'inférence, là, on a des meilleurs résultats. Là, clairement, ici, on voit que, comme j'ai expliqué, on ne peut pas utiliser de SVM avec Orthotopie. Et là, comme ça sépare les features, on peut entraîner un SVM, et 83,77, c'est largement meilleur que 82,97. En fait, en pratique, c'est la séparation des features qui a un intérêt. Si on n'en fait rien, ça ne sert à rien, clairement. Et beaucoup de papiers sont sortis, mais juste, ils faisaient de la classification. Après, ils entraînaient un SVM, ils avaient les mêmes résultats qu'un BCE. Mais en pratique, là, on voit qu'il y a des cas d'application dans lesquels ça peut être utile de séparer les features et de pouvoir entraîner un SVM derrière. Et j'avais une autre question, c'était sur cette classe fake, la 7e classe. Ouais. Est-ce que pour construire ton demi pour cette classe, tu as des contraintes par rapport aux limites des classes fake de ta hiérarchie? Donc moi, en l'occurrence, c'est la somme. En fait, ce qu'il faut, c'est ce que j'avais expliqué ici, c'est en gros, c'est en sommant. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas dit d'ailleurs aussi. Donc, en gros, quand on somme ces 5-là, on obtient la classe fake. Et l'idée, c'est que, par exemple, ces deux-là, leur produit scalaire, il est égal à 0. Le principe derrière, c'est de dire, ici, en fait, comme ils ont chacun un 1, potentiellement, à la fin, par exemple, je sais pas, si on met un neural texture et qu'on infère avec celui-là, il y aura un 1 ici, donc le produit scalaire, il sera plus grand que celui-là, parce qu'ici, on va faire un produit scalaire avec 0. Donc, en gros, il faut qu'il y ait une certaine logique. Après, moi, j'ai mis des 1, potentiellement, on n'est pas obligé de mettre des 1, théoriquement, les demi peuvent avoir n'importe quelle forme. Ouais. Mais du coup, ça me rappelle un truc que j'ai dit, et dans ce calcul-là, il y a un moment où je fais une hypothèse, et en fait, elle est plus vraie.
Ça, c'est plus vrai après. Et du coup, en pratique, ce qu'on a fait, c'est que ça ressemble vaguement à ça s'appelle cosine similarity, la similarité en cosinus. La seule différence, c'est qu'on divise par le module. Et donc, en fait, en pratique, quand j'utilise des demi qui n'ont pas cette expression-là qui est vraie, et ben, du coup, j'utilise le cosine inverse. Voilà, du coup, si c'est deux choses, si cette expression-là n'est pas vraie, alors effectivement, il faut changer. Donc, il faut faire attention, soit qu'elle soit vraie, soit si elle n'est pas, changer de loss. Et après, l'idée, c'est qu'il faut que ta définition de tes demi ait un sens de façon à ce que l'inférence fonctionne. Je ne sais pas si c'est très clair cette phrase-là, mais si par exemple, on avait fait l'inverse, donc si ces deux-là étaient inversés, bah, clairement, ça ne marcherait pas. C'est le fait que la somme donne ce résultat-là, j'imagine que ça fonctionne. Là, pour ta classe ville, pourquoi tu ne mettrais pas une seule ligne avec un seul 1 parce que j'ai réutilisé la classe demi. En fait, je l'avais défini comme ça avant, parce que les deux les mêmes modules. Et du coup, après, là, j'ai réutilisé la même expression, du coup, j'ai fait ça comme ça. Théoriquement, en fait, j'aurais pu aussi faire en sorte que ceux-là aient le même module que celui-là. Donc, par exemple, je divise tout par 6, et puis je mets bien tout ça. Mais comme j'avais déjà défini ça comme ça, du coup, ça marchait bien. Donc, je n'ai pas changé. Mais théoriquement, on pourrait faire en sorte. C'est pas le même module qui est le même module. Bah, c'est pour le calcul que j'ai montré avant, il faut qu'ils aient le même module. Mais du coup, en fait, si on utilise la cosine similarity, ça marche à peu près pareil.